coronavírus é um vírus que está se espalhando muito rápido pelo mundo neste momento. É transmitida por tossir, falar ou cuspir. Também é transmitida por contato, é depositada nos objetos e pode contaminar-se a si próprio tocando-os com as mãos e depois tocar no rosto. A infecção pode ser grave em algumas pessoas ou quase invisível em outras. Os sintomas incluem tosse, febre ou uma sensação de febre e dificuldade para respirar. Há passos importantes que você pode tomar para evitar ser infectado, ou seja, pegar o vírus ou para evitar dá-lo a outra pessoa. Fiquem pelo menos a 1 metro um do outro. Não beijar ou apertar a mão. Lave as mãos muito frequentemente com água e sabão. Evite tocar no seu nariz, boca e olhos. Tose e espirre no cotovelo ou em um lenço e atire-lo para o lixo. Fique em casa o máximo possível e só viaje por razões importantes, para receber tratamento, comprar comida e ir à farmácia. Esses gestos devem ser explicados a todos. Lembre-se de contar aos seus filhos sobre eles. Se você viajou para os países em risco ou esteve em contato com uma pessoa com coronavírus nos últimos 14 dias e tem febre, tosse ou dificuldade para respirar, você deve notificar para o serviço de emergência chamando o 15. C'est désormais officiel, le monde fait face à une pandémie. Réunis à Genève mercredi, les experts de l'Organisation mondiale de la santé ont décidé d'utiliser ce terme. Mais alors, que signifie-t-il? Sur le site de l'OMS, une pandémie est caractérisée par la propagation à l'échelle mondiale d'une nouvelle maladie, en l'occurrence le Covid-19, et ce en l'absence d'immunité dans la population. Cela ne signifie en aucun cas que le virus est plus dangereux en lui-même, mais qu'il touche un grand nombre de pays sans que les foyers ne soient sous contrôle. Pourquoi l'OMS prend-elle cette décision? Le 30 janvier, l'organisation avait décrété l'urgence de santé publique de portée internationale, son niveau d'alerte le plus élevé. À ce moment-là, il n'y avait pourtant qu'une centaine de cas hors de Chine. Il y a désormais plus de 110 000 cas dans le monde, dans 114 pays, avec un nombre de cas important dans plusieurs pays tels que la Chine, la Corée du Sud, l'Iran, l'Italie, l'Espagne ou encore la France. Autant de raisons qui justifient l'usage du terme pandémie. Qu'est-ce que cela change? L'usage du terme pandémie par l'OMS n'a pas de conséquences légales. Il s'agit uniquement d'une nomenclature. Tedros Adhanom Ghebreyesus affirme que cela ne signifie pas qu'il faut agir différemment. Les recommandations de l'OMS demeurent les mêmes. Dans les jours à venir, le nombre de cas, de décès et de pays touchés va continuer d'augmenter, mais il est toujours possible de contrôler la progression du virus. Le directeur général a néanmoins mis en garde contre un trop grand laxisme. L'OMS a évalué cette épidémie 24 heures sur 24 et nous sommes profondément préoccupés à la fois par les niveaux alarmants de propagation et de gravité et par les niveaux alarmants d'inaction. Y a-t-il des précédents? En 2009, l'OMS a qualifié le virus H1N1 de pandémie, mais l'épidémie ayant été moins meurtrière que prévu, la décision fut par la suite critiquée. Elle avait conduit les gouvernements à se débarrasser de millions de vaccins inutilisés. Tous les regards se tournent vers eux à la moindre crise sanitaire. Journalists, hein? That's when our French colleagues say, "Oh là là." Cette semaine, toute la planète attendait l'avis de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, sur la crise du coronavirus. Je ne déclare pas l'urgence de santé publique à portée internationale. Mais ne vous y trompez pas, c'est bien une urgence en Chine. Seulement, ce n'est pas encore une urgence sanitaire mondiale, même si cela pourrait bien le devenir. Malgré la progression de l'épidémie dans le monde,
l'organisation reste mesurée et son avis est respecté. Car l'OMS, c'est la référence mondiale de la santé publique. Basée à Genève en Suisse, elle existe depuis 1948 et dépend directement des Nations Unies. 7000 personnes y travaillent sur 150 pays. Médecins, épidémiologistes ou encore spécialistes des statistiques sanitaires, ces experts internationaux veillent sur la santé de l'humanité. Dans ces laboratoires, des scientifiques travaillent sur les traitements de demain. Aujourd'hui, en pleine crise du coronavirus, les médecins du monde entier s'appuient sur leur expertise. On essaye de coordonner la recherche autour de ça, en lien, bien sûr, avec, au niveau international, les autres pays, en lien surtout avec l'OMS. L'OMS est mobilisée sur le coronavirus, mais n'est donc pas encore en état d'alerte maximum. Il serait trop tôt pour décréter l'état d'urgence. Cette urgence de santé mondiale a déjà été prononcée 5 fois, en 2009 pour la grippe porcine, en 2014 pour la polio et Ebola, 2 ans plus tard pour le virus Zika, et la dernière fois c'était l'été dernier pour une résurgence d'Ebola. Une urgence toujours en cours en République démocratique du Congo, où l'épidémie a tué plus de 2200 personnes depuis le mois de juillet. J'ai très peur d'Ebola. C'est une maladie dangereuse qui tue. On demande aux gens de se laver les mains. L'OMS organise dans le pays la coordination internationale et fournit les vaccins contre le virus. L'organisation suit de près l'évolution de l'épidémie et tente d'anticiper les risques. Tout en combattant Ebola en République démocratique du Congo, nous devons renforcer la préparation des pays voisins, car le risque de propagation est élevé. Nous allons investir non seulement pour Ebola, mais aussi pour renforcer leur système de santé. Si l'état d'urgence est décrété pour le coronavirus, davantage de chercheurs seront mobilisés. Et les pays membres de l'OMS devront renforcer leur capacité de contrôle des maladies, voire même de limiter les échanges commerciaux ou les déplacements, ce qui pourrait avoir un impact direct sur l'économie mondiale. Mais également aux différentes parties de votre corps. Et les manifestations que l'on rencontre chez un patient dans ce cas font penser au syndrome de la guerre du Golfe. Les articulations gonflent et deviennent extrêmement douloureuses avant de se bloquer. Et on en trouve dans les vaccins qu'ils veulent nous administrer. Dans certains, oui. Mais l'État américain a un autre tour dans son sac. C'est-à-dire ? Ils sont 26 milliardaires. Ils concentrent à eux seuls autant de richesses que la moitié de l'humanité. C'est le dernier rapport d'Oxfam. Une poignée de milliardaires plus riches que 60% de la population mondiale. C'est ce qu'a révélé récemment l'Oxfam. L'Oxfam, c'est une association qui justement s'intéresse aux inégalités. Et l'Oxfam a relevé la chose suivante. 2153 milliardaires du globe détiennent désormais plus d'argent que 60% de la population mondiale, c'est-à-dire 4,6 milliards de personnes. Donc vous imaginez, tu as d'un côté 2000 personnes qui ont plus d'argent que 4,6 milliards de personnes. Notre économie est brisée. C'est le message accablant qui introduit le nouveau rapport Oxfam. Le fossé entre les plus riches et les plus pauvres est vertigineux. Depuis Davos, l'organisation tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme. Les personnes les plus riches, les personnes les plus puissantes et les dirigeants politiques dans le monde doivent agir. Ils sont le problème et nous voulons qu'ils soient la solution pour mettre fin à ces inégalités extrêmes qui s'accroissent et qui nuisent et ralentissent nos économies. Alors bien évidemment, c'est injuste, c'est un scandale, ce n'est pas une bonne chose, je suis totalement d'accord. Autre point important, c'est que 1% de la planète détient plus de 2 fois la richesse de 90% de la population.
c'est-à-dire 6,9 milliards de personnes. On n'avait jamais vu ces inégalités auparavant. C'est du jamais vu dans l'histoire économique. Alors oui, il y avait des inégalités auparavant, c'était même pire, parce qu'il y avait l'esclavage, il y avait des gens qui n'avaient aucun droit, il y avait des gens qui étaient les maîtres et il y avait les esclaves ou les serviteurs ou ce que vous voulez. Et donc la situation a beaucoup évolué, mais toujours est-il que les inégalités sont toujours là. Il y a 7 milliardaires qui possèdent plus que 30% des plus pauvres. Et en France, on note une hausse des inégalités, avec 400 000 personnes qui ont basculé sous le seuil de pauvreté. Il y a désormais 9,8 millions de pauvres en France, c'est-à-dire 14,7% de la population. Selon le rapport, entre 2017 et 2018, un nouveau milliardaire est apparu tous les 2 jours. 26 personnes se répartissent aujourd'hui autant de richesses que la moitié la plus pauvre de l'humanité. Selon Oxfam, le nombre de milliardaires a doublé depuis la crise financière de 2008. Les plus riches bénéficient non seulement d'une fortune en pleine expansion, mais aussi de niveaux d'imposition les moins élevés depuis des décennies. Jeff Bezos, le patron d'Amazon, est l'homme le plus riche du monde. Sa richesse accumulée l'an dernier a atteint 112 milliards de dollars. 1% de sa fortune correspond au budget santé de l'Éthiopie. Donc, maintenant, il y a 2 manières de voir les choses. Comment on va faire face à ça, les inégalités? La première approche, c'est macro. Macro, ça veut dire quoi? C'est global. On fait partie d'un groupe, le groupe des gens qui sont désespérés, le groupe des gens qui en ont marre, le groupe des gens qui se disent moi je veux plus de ce système, je n'accepte plus ce système. C'est-à-dire on fait partie de la majorité, moi j'en faisais partie pendant pas mal de temps. Et donc il y a plusieurs manières de faire, de procéder. Première manière, c'est de manifester. Tu sors dans la rue, tu fais la grève, tu participes avec les gilets jaunes à des manifestations, etc. Tu te fais entendre. Deuxième manière de résister, c'est le vote. Tu votes pour finalement un homme politique ou une femme politique qui va dans ton sens et qui, selon toi, va changer la donne. Ça explique pourquoi aujourd'hui l'extrême droite et l'extrême gauche est en train de monter. D'accord? Parce que les gens pensent que l'extrême droite ou l'extrême gauche a la solution. Et enfin, dernier point, on prie et on espère et on se dit j'espère que l'État, il va me sauver. Et on compte également sur un sursaut populaire ou une prise de conscience mondiale. On se dit oui, mais à un certain moment, l'humanité va comprendre que c'est pas bien ce qui se passe. Et moi, j'ai envie de vous dire, et voilà, vous me connaissez, mais ceux qui sont dans cette optique sont bien naïfs. Hein. Les manifestations, j'en ai vu des tonnes. Les gens qui font grève, j'en ai vu des tonnes. Les gens qui se plaignent, j'en ai vu des tonnes. Les gens qui ont voté et qui ont été déçus, j'en ai vu des tonnes. Et donc, oui, bien sûr, c'est bien de voter, c'est bien de manifester, c'est bien de revendiquer, tout ça c'est bien. Mais ça ne va pas apporter des changements durables, des changements de long terme, ou du moins des petits changements qui vont peut-être vous faire plaisir, mais ça ne va pas changer votre vie. Et donc, les gens, voilà, ils vont voter, il y aura des votes de défiance, il y aura des manifestations, on en a actuellement. On en a eu dans des pays arabes, le printemps arabe. On a changé des gouvernements, on s'est dit ça va changer la donne, tout le monde était super content. Et franchement, on a vu que ça n'avait pas changé grand-chose. Et encore une fois, on repose sur l'État, sur des hommes politiques, sur des instances pour changer sa vie. Et ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'on pense que l'État a le pouvoir aujourd'hui. Je suis désolé de vous décevoir, l'État n'a pas beaucoup de pouvoir aujourd'hui. L'État est surendetté, par exemple en France, la dette publique dépasse les 100%. L'INSEE devrait annoncer tout à l'heure que la dette de la France a dépassé 2000 milliards d'euros, un chiffre qui nous dépasse. On se fait peur depuis des années avec cette dette qui augmente alors que la France n'a jamais emprunté aussi peu cher. La cigale qui parfois sommeille en moi vous demande, est-ce si grave que cela? Écoutez, si 1 euro c'était 1 centimètre, eh bien avec le montant de la dette française, on pourrait aller de la Terre à la Lune 26 fois. L'État dépend du business, il y a des puissances, il y a des marchandages au niveau mondial, il y a la Chine qui va imposer ses règles, il y a les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Russie, le Brésil. Et on voit bien qu'aujourd'hui,
quand une entreprise elle vient en France, elle dit « Hey, qu'est-ce que vous me proposez ?» Alors, la France va lui dire « Ah, ok, on te propose telle chose, telle chose. Ah, désolé, je peux aller ailleurs. Je vais avoir moins d'impôts, je vais avoir de meilleures conditions, je vais avoir des subventions. » Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, l'idée, elle est là, c'est que finalement, un État, il peut rien dire à une entreprise, à Google. Il ne va pas lui dire « Hey, je t'oblige à t'installer en France. » Non, Google va lui dire « Écoute, je m'installe en Irlande, je vais au Luxembourg parce que c'est plus sympa pour moi. » Non. Et ensuite, les ministres vont dire « Ouais, non mais il faut payer les impôts. » Et Google leur a dit « Ouais, voilà, 2% c'est beaucoup quoi. » C'est véridique ça. Donc les États sont faibles. Et c'est pas méchant voilà, l'État a un rôle à jouer, il a une importance. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'a pas une capacité de négociation face aux multinationales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les multinationales ont un marché mondial. Elles vont s'installer là où c'est plus avantageux pour elles. Point à la ligne. Et donc, les multinationales ont cette capacité d'imposer leurs lois et de faire jouer la concurrence entre les pays. Et moi, je vais même vous choquer. Je pense que quand on parle d'État démocratique, il y a beaucoup de gens qui disent la démocratie, l'État, on va voter. Mais en fait, on s'aperçoit même qu'il y a eu, par exemple, durant les élections en France en 2017, une abstention importante. Et cette abstention, elle a été souvent chez les plus jeunes, les moins de 30 ans. Et ceux qui ont voté le plus sont les personnes âgées. Et en fait, on s'aperçoit que ceux qui votent, ce ne sont pas forcément les personnes qui ont le plus besoin des politiques. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ce sont ceux qui, finalement, font le job. Et donc, c'est pour ça que je disais, il y a un problème parce que finalement, ceux qui ont réellement besoin de certaines décisions, etc., ne font pas l'effort d'aller voter avec une abstention qui dépasse les 25% et 12% de vote blanc. Donc ça c'est la première chose, on voit voilà, problème des votes, problème de manifestation, les multinationales, la puissance etc. des multinationales. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a le niveau micro, d'accord? Le niveau micro c'est quoi? C'est au niveau individuel, c'est qu'est-ce que je vais faire pour me libérer financièrement? Est-ce que je dois prier et espérer que l'État va régler ma situation? Et au niveau individuel, c'est clair que quand on voit la courbe de l'éléphant, la courbe de l'éléphant, c'est une courbe qui a été développée ou créée par un ancien banquier, l'ancien chef économiste de la Banque mondiale, Branko Milanovic. Dans cette courbe de l'éléphant, on voit que tout en haut, il y a les salaires des cadres dans les pays émergents, les pays en voie de développement. Et on voit que les salaires des cadres moyens, des classes populaires dans les pays riches, ils ont diminué. Et on voit tout en haut l'élite qui ne fait que s'enrichir. Donc on en revient sur ce que je disais au début. Les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres s'appauvrissent. Et donc la solution pour vous, c'est quoi? C'est de réfléchir comme un investisseur, stratège et millionnaire. C'est-à-dire que vous devez devenir un investisseur. C'est 1% s'ils se sont enrichis, c'est parce qu'ils sont dans la bourse, c'est parce qu'ils sont investis, c'est parce qu'ils ont des actifs. D'accord? Donc il faut vraiment avoir un raisonnement qui consiste à dire, ok, soit je vis cool, je continue ma société de consommation, je dépense l'intégralité de mon salaire et la vie est belle. Soit je me prends en main aujourd'hui, d'accord? Pas dans 10 ans, pas dans 20 ans, je me prends en main aujourd'hui. Donc, je change mon état d'esprit, je bosse plus dur que les autres, j'investis, d'accord? Pourquoi pas, j'envisage de créer un business, j'envisage de gagner beaucoup plus d'argent, d'accord? Je rentre dans le mouvement agir. Il y a des gens qui subissent, qui prient, qui font grève, qui manifestent, et il y a les gens qui sont dans le mouvement agir. Et le mouvement agir, il y a ce que l'on appelle les investisseurs stratèges et millionnaires. Et c'est pour moi la seule solution plausible. Je ne dis pas que manifester ce n'est pas bien, que faire grève ce n'est pas bien, que voter ce n'est pas bien. Je dis juste que ce n'est pas suffisant. Et que en fait, c'est comme si
on ne prenait pas ses responsabilités, on n'assumait pas ses responsabilités. Vous êtes responsable de votre vie, de votre situation, d'accord? Donc à un certain moment, il faut regarder la réalité en face. Soit tu rêves, tu espères, tu dis je compte sur l'État, je compte sur les hommes politiques, je compte sur ma boîte, je compte sur… Ou alors tu dis je compte sur moi, d'accord? Si l'État fait des choses bien, si on a, comment dirais-je, une nouvelle organisation au niveau mondial, génial. Sinon, je me bouge, agir. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, les amis. N'oubliez pas de la liker, de la partager. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao. Bienvenue à l'entretien de France 24. Mon invité aujourd'hui est Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international. Merci d'être ici. Merci de l'invitation. Alors, on parle aujourd'hui du coronavirus en Chine. Le FMI vient de produire ses prévisions de croissance pour la Chine, 6% pour 2020. Est-ce que cela aura une incidence sur la croissance chinoise et mondiale? Nous suivons de très près les développements en Chine, mais il est trop tôt pour quantifier un impact éventuel. Nous savons de cas précédents, notamment l'épidémie de SRAS, qui pourrait y avoir un impact négatif dans le court terme, suivi par une reprise. Est-ce que ce sera le cas cette fois-ci? Il faudra suivre de très près pour voir. Mais cela montre quelque chose de plus global, c'est que nous vivons dans un monde où il y a de plus en plus d'incertitudes. Nous devons donc accepter que ce sera la nouvelle norme. Nous sommes encore dans le premier mois de l'année. Il y a eu des incendies en Australie, l'impact du changement climatique, des tensions au Moyen-Orient, pendant une courte période qui a eu un impact sur les marchés et a créé des problèmes pour beaucoup. Heureusement, ça s'est calmé. Aujourd'hui, il y a le coronavirus. Donc, notre message est qu'il faut travailler en faveur de politiques qui vont nous rendre plus résilients aux chocs. Mais il semble bien, si cela se poursuit, que cela aura une incidence sur la croissance chinoise, régionale et peut-être mondiale. Si cela continue, sans diminuer pendant un certain temps, il y aura un impact. Même si cela s'arrête demain, il y a déjà eu un impact négatif dans le court terme, notamment dans l'industrie du tourisme, dans le secteur manufacturier. Certaines usines ont dû s'arrêter pendant un certain temps. Tout dépend des mesures prises pour contenir cette épidémie, pour l'empêcher de s'étendre. Et il est encore trop tôt. Notre message à tous est, dans la mesure du possible, de réfléchir à la prévention, à la protection et à prendre des actions rapidement. La Chine, on en a parlé également à cause de des tensions commerciales avec les États-Unis. Il y a eu un accord partiel qui, d'après certains, a facilité les choses, incité le FMI à relever ses prévisions avant que le coronavirus n'attaque. Est-ce que c'est réglé d'après vous ou est-ce que c'est encore en suspens? C'est un pas vers l'avant pour réduire les tensions entre les deux économies majeures, les États-Unis et la Chine. Nous avons calculé le coût de cette guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Nous calculons que cela représente 0,8% du PIB mondial. C'est l'équivalent de l'économie de la Suisse. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'avec la réduction des tensions, nous pouvons diminuer l'impact négatif de 0,8% du PIB jusqu'à 0,4-0,5%. Mais on ne peut pas réduire à zéro. Pourquoi? Parce que
D'abord, l'impact de l'incertitude se fait déjà sentir dans l'économie mondiale. Et deuxièmement, il y a un cessez-le-feu commercial, mais ce n'est pas une paix commerciale. Il y a des questions fondamentales dans notre système de commerce mondial qu'il faut réparer, inclure les services, les ventes en ligne, les transferts de technologie de manière permanente. Et on a besoin de voir la deuxième phase de cet accord. Pour cela, il faut que la Chine et les États-Unis et le reste du monde travaillent d'arrache-pied pour avoir un système de commerce pour que le commerce soit le moteur de la croissance que nous avons connu historiquement. On a vu évidemment que le gouvernement Trump mette la pression sur la Chine, mais on voit également des tensions. Nous sommes ici à Bruxelles, les tensions avec l'Union européenne. Est-ce que vous craignez une guerre commerciale, Union européenne, États-Unis, dont certains disent qu'elle a déjà commencé? Beaucoup d'entre nous ont été à Davos, où il y a eu les premières interactions entre le président des États-Unis et la nouvelle présidente de la Commission européenne. Et cela a été vu comme des signaux positifs d'une volonté à prévenir des tensions accrues entre des partenaires formidables traditionnellement, les États-Unis et l'Europe. Et nous savons que la peur d'une taxe numérique pourrait devenir la prochaine source d'incertitude de l'économie mondiale. Ces peurs ont été diminuées. Le message le plus important pour nous tous est le commerce est bon pour la croissance, pour l'emploi, pour les pauvres dans nos pays, parce que cela fait baisser les prix. Nous avons l'obligation d'œuvrer en faveur d'un système de commerce équitable. Et le président des États-Unis y est-il engagé? Nous avons vu une position très positive du gouvernement américain. Ça change donc. C'est un changement tout à fait bienvenu et il me semble qu'il y a une reconnaissance que nous avons failli connaître une récession dans le monde et que c'est dans notre intérêt à tous de l'éviter. En 2019, c'était l'année avec la croissance la plus faible depuis la crise financière, 2,9%. Si nous n'avions pas des actions synchronisées des banques centrales, 49 banques centrales qui ont baissé leur taux d'intérêt 71 fois, la croissance aurait été certainement plus bas de 0,5 points de pourcentage et le monde aurait techniquement été en récession. Nous n'en avons pas besoin où que ce soit. Pour nous, moins il y a d'incertitude, moins il y a de tensions commerciales. En Europe, c'est le Brexit dont on parle qui aura lieu dans quelques jours. Le FMI prévoit une croissance légèrement supérieure au Royaume-Uni que dans le bloc de l'Union européenne pour les 2 années à venir. Certains s'en étonnent parce qu'on entend parler de scénarios catastrophes pour le Royaume-Uni après le Brexit et même peut-être pour l'Union européenne. Vous n'êtes pas pessimiste? Non, parce que pour nous, un Brexit sans accord aurait été une source majeure d'incertitude et aurait eu un impact sur la croissance, mais nous pourrons certainement l'éviter. Ce qui nous inquiète, néanmoins, est la durée de la période de négociation. Ça devrait durer 1 an. Si cela prend 1 an, cela donne de la prévisibilité. Moins il y a d'incertitude, plus il y a d'investissement. Espérons que ce sera le cas. Est-ce qu'un an, ça suffira? Certains disent que c'est mission impossible. C'est aux institutions européennes, les États membres et le Royaume-Uni de décider là-dessus. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut que ce soit un bon accord qui aidera les entreprises à être actives des 2 côtés. Si cela prend plus de temps ou moins de temps, n'est pas si important. Ce qui est important, c'est la qualité de l'accord. Parce que le Royaume-Uni et l'Union européenne
sont plutôt intégrés. Le Royaume-Uni est une île. Ce n'est pas un navire qui pourra s'en aller sur l'océan, loin du continent européen. Mais il n'y a plus de pont. Espérons que cet accord permettra de faire une passerelle entre les deux côtés. Je vois qu'il y a eu une baisse dans l'incertitude, mais on n'est pas encore sorti de l'auberge. Espérons que nous y arriverons avec un bon accord. Alors, sur une note peut-être plus philosophique, le FMI, ça a souvent été des politiques d'austérité imposées aux différents États. Il semble avoir commencé à changer de vision du monde. Vous semblez vouloir maintenant mettre l'accent dans vos discours, mais également dans votre recherche, sur la question de l'inégalité. L'inégalité entre les différents pays, mais également à l'intérieur des pays eux-mêmes, en disant qu'effectivement, elle empire et que les pays devraient traiter la question, à défaut de quoi on verra des mouvements tels qu'on l'en voit déjà de par le monde. Il est très important de reconnaître qu'aujourd'hui, le monde a 4 problèmes. Une baisse dans la croissance de la productivité, de la croissance économique, des taux d'intérêt et de l'inflation. Donc il y a un développement anémié de l'économie mondiale. Et lorsqu'on regarde les inégalités, les recherches montrent que l'inégalité est mauvaise pour la croissance. C'est un facteur de plus qui a un impact négatif pour une croissance plus dynamique, avec une qualité de vie élevée. Lorsqu'on parle d'inégalité, c'est là-dessus. Comment créer de meilleures conditions pour la croissance et pour améliorer la qualité de vie partout? Nos recherches sont catégoriques. Il faut prêter attention à 2 choses. Tout d'abord, l'inégalité d'un pays à l'autre a diminué, mais l'inégalité au sein des pays, dans beaucoup d'endroits du monde, a augmenté. Dans les États membres de l'OCDE, il y a des niveaux d'inégalité records ou allant dans le mauvais sens. Deuxièmement, l'histoire nous montre que lorsqu'il y a une augmentation de l'inégalité, cela montre qu'il y Sommes-nous à la veille de y a possibilité d'une crise financière. J'espère que ce n'est pas le cas. Nous ne prévoyons pas une récession. Nous prévoyons au contraire une augmentation modeste de la croissance pour 2020-2021, mais pas une augmentation rapide de la croissance. Maintenant que les recherches montrent que l'inégalité est mauvaise pour la croissance, bien sûr, nous allons plaidoyer en faveur de la réduction. Et nous voyons que lorsqu'il y a les bénéfices de la croissance qui sont mieux répartis, les sociétés sont plus dynamiques et sont des sociétés plus heureuses. Kristalina Georgieva, merci d'être venue sur le plateau de France 24 et merci à vous d'avoir regardé cet entretien depuis Bruxelles. La mer de Chine méridionale, théâtre d'un conflit ouvert entre Pékin et Washington, un couloir maritime au sud-est de la Chine où transite un tiers du trafic commercial mondial. Ces eaux, entre les Philippines, le Vietnam, la Malaisie et le Brunei, sont disputées pour leur emplacement stratégique en Asie. La Chine y renforce ses positions militaires. De son côté, Washington souhaite garder son influence. Depuis la conférence annuelle de Singapour pour la sécurité en Asie, le ministre américain de la Défense riposte et dénonce une intimidation. En dépit des affirmations chinoises prétendant le contraire, l'installation de ces systèmes d'armes est liée directement à des usages militaires, à des fins d'intimidation et de contrainte. Malgré les promesses du président chinois en 2013 de ne pas militariser la zone, Pékin développe ses systèmes d'armement depuis le mois dernier. La Chine rejette néanmoins les accusations d'hégémonie en mer méridionale. Elle cherche, dit-elle, à œuvrer pour la stabilité dans la région. Nous ferons entendre la voix de la Chine. Nous diffuserons les concepts diplomatiques du président Xi Jinping et les nouvelles politiques de sécurité,
telles que la construction de nouvelles relations internationales et une communauté avec un destin commun. Le 3 janvier 2018, 7000 soldats sont rassemblés pour les vœux du président Xi. Partout en Chine, 4000 sites militaires chinois sont connectés devant son discours. D'habitude, la mesure et la discrétion sont deux qualificatifs qui collent assez bien à la diplomatie chinoise. On peut dire que Pékin n'est pas vraiment coutumier de déclarations fracassantes. Alors, quand le président Xi Jinping évoque la possibilité d'une guerre, on l'écoute avec attention. J'ai engagé les militaires à se tenir prêts pour la guerre. Les Chinois se préparent donc pour la guerre. La raison de cette poussée de fièvre se situe en mer de Chine, un territoire stratégique pour Pékin à plus d'un titre. Déjà parce qu'il sépare la Chine et Taïwan. Pékin considère la Chine et Taïwan comme faisant partie d'un même ensemble. Deux entités chinoises partageant la même culture, la même origine ethnique et des langues reconnues. Reste une différence fondamentale, deux gouvernements séparés. L'un communiste, l'autre capitaliste. Deux idéologies radicalement opposées. La réunification serait-elle la solution ? Rien de tel n'est envisageable. Environ 100 km de mer les séparent, un espace où... En France, 8 millions de salariés sur les 23 millions d'actifs pourront être en mesure de télétravailler. Mais si l'activité des salariés est touchée et qu'il n'est pas possible de faire du télétravail, le gouvernement a mis en œuvre un mécanisme exceptionnel et massif de chômage partiel. Vous l'avez peut-être déjà entendu, mais sous d'autres termes. Chômage technique ou activité partielle, ces termes évoquent le même dispositif. Mais quel est-il ? Comment le mettre en place ? Voici un point sur tout ce qu'il faut savoir. Le chômage partiel, qu'est-ce que c'est ? À cause du coronavirus en France, certaines entreprises sont en difficulté. Elles peuvent alors demander le chômage partiel. C'est un outil efficace pour les entreprises car il permet d'éviter les licenciements. Deux solutions s'offrent alors à elles. Soit réduire la durée de travail des salariés en dessous de la durée légale, c'est-à-dire 35 heures par semaine, ou alors fermer toute l'entreprise ou en partie de façon temporaire. Ainsi, le chômage partiel permet de ralentir, voire arrêter de manière temporaire l'activité de l'entreprise sans que les salariés soient privés de revenus. En contrepartie, l'État verse aux entreprises une indemnité afin de compenser celle versée aux salariés pour qu'ils ne subissent pas de perte de salaire totale. À retenir, le ministère du Travail répondra aux demandes d'autorisation de chômage partiel en 48 heures et non en 15 jours comme la loi le prévoit. Il prévoit également que l'allocation versée aux employeurs soit prise en charge à 100%. Les entreprises peuvent recourir au chômage partiel dans les situations suivantes. Du fait de la conjoncture économique,
des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie, de sinistres ou d'intempéries à caractère exceptionnel, de transformation, restructuration ou encore modernisation de l'entreprise, toute autre circonstance de caractère exceptionnel, ce qui est le cas dans le cadre de la crise de coronavirus. Le chômage partiel, comment le mettre en place ? Tout d'abord, vous devez faire une demande préalable d'autorisation d'activité partielle au préfet du département où votre établissement est implanté. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de vous rendre sur le site de téléprocédure à retrouver dans notre article en haut à droite. Vous pourrez faire ensuite votre demande directement en ligne. Lors de votre demande, vous devez indiquer les motifs qui justifient le recours au chômage partiel, les périodes prévisibles de baisse d'activité, le nombre de salariés concernés. Vous devez également accompagner votre demande de l'avis préalable du Comité social et économique, le CSE, si votre entreprise compte 50 salariés ou plus. Nouveauté coronavirus. Le ministère du Travail permet aux entreprises de se mettre directement au chômage technique en accordant un délai de 30 jours pour faire sa demande avec effet rétroactif. Dans les 15 jours qui suivent la réception de votre demande, la décision d'autorisation ou de refus vous est notifiée. À défaut de réponse, dans ce délai, votre demande est réputée autorisée. Il s'agit d'une décision d'autorisation implicite. L'autorisation de chômage partiel est accordée dans la limite de 6 mois maximum et renouvelable. Nouveauté coronavirus. Le ministère du Travail s'est engagé à répondre dans un délai de 48 heures à chaque demande, peu importe la taille de l'entreprise. Ceci permettra de préserver l'emploi et le revenu du salarié. Et pour ce qui est de l'indemnisation du chômage partiel, qui paye et comment ? Pour que les salariés ne soient pas privés de revenus, il revient à l'employeur de verser une indemnité de chômage partiel. Il s'agit d'une indemnité horaire correspondant à un pourcentage de leur rémunération antérieure. Ainsi, le montant qui est versé à chaque salarié ne doit pas être inférieur à 70% de sa rémunération brute horaire. Cela correspond à environ 84% du salaire net horaire. L'indemnité versée ne peut pas être inférieure au SMIC. Si tel est le cas, l'employeur devra verser la différence aux salariés sous forme d'une allocation complémentaire. À noter, si le salarié débute une formation durant la période de chômage partiel, il recevra alors 100% de sa rémunération nette. Lorsque vous versez à votre salarié l'allocation d'activité partielle, vous devez leur remettre individuellement un document qui indique le nombre d'heures indemnisées, les taux appliqués, les sommes versées pour la période concernée. L'employeur perçoit une allocation pour compenser l'indemnité du chômage partiel qu'il doit verser aux salariés. Pour cela, vous devez faire une demande d'indemnisation au titre de l'allocation d'activité partielle. Vous retrouverez l'adresse de la plateforme sur notre article en haut à droite. Cette demande contient les informations sur votre identité en tant qu'employeur, la liste nominative des salariés concernés ainsi que le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, ainsi que les états nominatifs précisant notamment le nombre d'heures chômées par salarié. Si votre demande est acceptée, vous pourrez percevoir une allocation financée conjointement par l'État et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Tout employeur peut percevoir l'allocation d'activité dans la limite de 1000 heures par an et par salarié, quelle que soit la branche professionnelle. 100 heures si la mise en activité partielle des salariés est due à des travaux de modernisation des installations et des bâtiments de l'entreprise. Le montant de l'allocation qui vous est versé est le suivant. 7,74 € pour les entreprises de 250 salariés et moins et 7,23 € pour les entreprises de plus de 250 salariés. Nouveauté coronavirus. Le gouvernement s'engage à couvrir 100% des indemnisations qui sont versées aux salariés par leur employeur dans la limite de 4,5 SMIC. Ainsi, 100% du coût du chômage partiel pour les entreprises serait pris en charge par l'État. Chômage partiel et CDD, est-ce compatible ? La réponse est oui. Un salarié, peu importe la nature de son contrat, qu'il soit en CDD, en CDI, à temps plein ou à temps partiel, peut être placé en chômage partiel. Pour un salarié en CDD, rien ne change. Il sera pris en compte au même titre que les autres salariés en CDI. Si l'activité est stoppée, le salarié en CDD ne travaillera pas, son contrat sera suspendu et il recevra l'indemnité de chômage partiel.
Si les horaires sont réduits, ceux du CDD également. Peut-on travailler pendant le chômage partiel ? Il semble que oui. Le chômage partiel correspond soit à une réduction de la durée de travail, soit à une interruption temporaire de l'activité. S'il s'agit d'une baisse de la durée de travail, le salarié continue à travailler, mais moins. S'il s'agit de la fermeture de votre entreprise, le salarié ne peut plus travailler. Dans ce cas, le contrat de travail est suspendu, mais n'est pas rompu. Il semblerait donc que le salarié puisse travailler dans une autre entreprise lorsqu'il est en situation de chômage partiel. Il doit bien évidemment informer en amont son employeur du nom de son nouvel employeur et de la durée de son contrat, car il ne doit pas porter concurrence en travaillant chez un concurrent ou pour son propre compte avec une activité concurrentielle. Quel impact a le chômage technique sur ma période d'essai ? Les salariés en période d'essai peuvent tout à fait bénéficier du chômage. Si votre entreprise ferme, le contrat de travail du salarié est suspendu. Ainsi, sa période d'essai sera suspendue et reprendra une fois la période du chômage partiel terminée. Et pour la rupture de la période d'essai, comment ça se passe ? Cette question est délicate. En période d'essai, l'employeur peut rompre à tout moment le contrat sans justification s'il considère que les compétences du salarié ne correspondent pas au poste. Dès lors que la période d'essai n'est pas liée aux compétences du salarié, il s'agit d'une rupture abusive ouvrant droit à des dommages et intérêts pour le salarié. En période de chômage partiel, si le salarié ne travaille pas, vous ne pouvez pas évaluer ses compétences et ainsi vous ne pouvez pas considérer que le salarié ne convient pas au poste. Il sera donc difficile de rompre dans cette situation la période d'essai du salarié. Si vous souhaitez avoir davantage de réponses ou davantage de détails sur le chômage partiel, vous pouvez retrouver notre dossier en haut à droite ou en descriptif de cette vidéo. Bonjour. Je ne résisterai pas au plaisir de commencer par une station de Léo Ferré. Je vois le monde un peu comme on voit l'incroyable. C'est dans « Tu ne dis jamais rien ». Oui, effectivement, le monde aujourd'hui paraît incroyable et tout ce qui survient était absolument inimaginable il y a quelque temps. Cette crise qui nous frappe, qui nous confine, qui confine le monde entier, espérons-le, prendra fin un jour ou l'autre, le plus rapidement possible. Quelles leçons devrons-nous en tirer ? Que faudra-t-il en penser ? J'y vois deux aspects essentiels. Le premier concerne l'ensemble sécurité-liberté. À chaque fois qu'on associe ces termes, c'est en fait pour les dissocier. C'est pour réclamer moins de liberté au nom de la sécurité. C'était déjà le cas dans des temps anciens. En 1980, le garde des Sceaux, Alain Peyrefitte, avait fait un projet de loi sécurité-liberté qui était considéré par beaucoup, notamment par Mitterrand, qui mettrait fin une fois élu aux libertés au nom de la sécurité en termes de délinquance. Après les attentats du 11 septembre et depuis que le terrorisme devient un sujet prioritaire en termes de sécurité, eh bien là aussi, beaucoup de choses ont été faites pour réduire la liberté au nom de la sécurité. Et la nécessité de la lutte contre le terrorisme a justifié quelques limites à la liberté. Et bien sûr, on aura cela désormais pour les questions sanitaires, pour les questions de santé publique. Lorsque la Chine a confiné des millions de personnes pour limiter le fait que la pandémie de coronavirus se répande, beaucoup ont dit seul un pays totalitaire peut faire cela. On voit qu'en France, qui est un pays parfaitement démocratique, eh bien, les gens sont confinés et ils l'acceptent parce que c'est justement pour éviter une hécatombe. Et que un pays comme la Corée du Sud, par exemple, qui a une société civile très forte, des syndicats puissants, qui est vraiment une véritable démocratie, on a été plus loin, puisque l'on peut fouiller dans les téléphones publics, ceux qui sont déclarés malades sont rendus publics, on peut les suivre, et quelqu'un qui refuserait de donner ses données personnelles, notamment qu'on l'on puisse le suivre, risque jusqu'à 2 ans de prison. Donc on voit bien que c'est un sujet sérieux. Jusqu'où peut-on accepter de restreindre notre vie privée au nom de la sécurité ? En fait, déjà aujourd'hui, avec les moyens techniques, chaque jour, on donne un peu de notre vie privée aux opérateurs, aux réseaux sociaux. Mais ce débat, il ne faut pas l'avoir dans l'urgence.
Il faut parce que ce type de crise peut survenir de nouveau. Et donc il faudra, une fois que cet épisode sera passé, lancer un grand débat, à la fois national et international. Jusqu'où peut-on aller dans les limites aux libertés publiques, à la vie privée, au nom de la sécurité sanitaire? C'est un vrai débat, il faudra l'avoir, puisque, bien sûr, nous ne sommes pas à l'abri d'une nouvelle crise, et il faudra prévoir cela, et non plus agir dans l'urgence. Le deuxième point, c'est bien sûr la fiscalité. Depuis des années, dans tous les pays occidentaux et les pays du Sud, on rogne sur les dépenses publiques au nom de l'équilibre budgétaire. Là, on voit que tout d'un coup, des sommes extrêmement conséquentes sont disponibles. Peut-être qu'il aurait mieux fallu faire de la dépense avant, parce que la prévention coûte toujours moins cher que le fait d'intervenir ex poste. Alors bien sûr, il y a des entreprises, des individus prospères qui vont donner une partie de leurs avoirs pour aider à la lutte contre le coronavirus. Il faut les en féliciter. Mais il faut aussi vérifier si parmi les mêmes, il n'y en a pas qui participent à l'évasion fiscale, qui en fait ferait une sorte d'évasion fiscale washing en redonnant d'une main ce qu'ils prennent de l'autre. Et puis au-delà de cela, ce qui compte, c'est finalement la solidarité. On ne doit pas dépendre de la charité par rapport à cela. Et la solidarité, c'est l'État qui le décide par la règle de l'impôt. Chacun doit donner sa juste part, sa juste contribution en fonction de ses capacités et non pas en fonction d'une décision de charité qu'il aurait fait. Il faut reprendre la lutte contre les paradis fiscaux. On l'avait déjà dit après la crise de 2008. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette lutte s'est un peu arrêtée. Et donc, si l'on veut effectivement avoir des systèmes de santé publique qui garantissent à chacun d'être en bonne santé, de pouvoir échapper à de nouvelles pandémies, eh bien, il faut que cela soit déterminé de façon collective et non pas selon le bon vouloir de chacun.